BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Un stablecoin à près de 20% de rendement sur Binance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment un stablecoin? Est-ce qu'il y a vraiment 20% de rendement garanti? Est-ce que c'est un Terra Luna bis? On va en parler dans quelques instants, notamment avec Lilian Aliaga. Bonjour Lilian, cofondateur de Hawk Research qui est en ligne avec nous. Et puis MicroStrategy qui détient désormais plus de 30 milliards de dollars de Bitcoin. Il n'arrête pas de racheter, d'acheter. On en parlera notamment aussi avec vous. Jérémy Luescon, bonjour Jérémy, responsable éditorial chez CoinShares. Et puis Donald Trump, on va encore en parler de lui parce que il va probablement acquérir une entreprise crypto via une de ses sociétés. Ensuite, il aurait rencontré le PDG de Coinbase et puis le limogeage de Gary Gensler, actuel patron de la SEC, qui était plutôt anti-crypto jusqu'à présent, serait imminent. On va en parler. Hein. C'était, je le rappelle, une des promesses de Donald Trump. On verra aussi avec vous, Jérémy, qu'il y a le coût moyen pour miner un Bitcoin aujourd'hui, selon une étude de CoinShares d'ailleurs, serait de 49 000 $. Donc bon, c'est plutôt rentable pour le coup. Et puis, on parlera de ces entreprises cotées en bourse qui ont du Bitcoin en trésorerie, et ça vous concerne aussi. Je propose qu'on réagisse rapidement, on vient de l'entendre pour ceux qui nous suivent en direct, au propos de la présidente de l'AMF, Jérémy, qui dit que il faut plus de régulation crypto en Europe pour que le secteur se développe. Oui, vous me prenez de court parce que je prends seulement connaissance de ces propos. Quoi qu'il en soit, à CoinShares, nous émettons des produits cotés en bourse. Hein, c'est un peu notre marque de fabrique, des produits crypto cotés en bourse, des ETP, des ETF. Donc nous sommes régulés, nous accueillons avec bienveillance toute forme de régulation. À savoir que, en tout cas, à ma connaissance, le marché européen se régule, est en train de se réguler. MiCA, le volet 2 de MiCA, le régime, le marché européen des cryptoactifs, va rentrer en vigueur en application à partir de janvier prochain. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. À l'échelle française, néanmoins, voilà, c'est un avis un peu plus personnel qui n'engagera que moi. Je dois quand même dire que de la façon dont a été pensée la réglementation justement aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, ça a plutôt desservi les petits acteurs. Là, je parle pas de CoinShares, mais je parle des PSAN notamment par rapport à la concurrence étrangère. On a vu que Gemini se lance officiellement sur le territoire français aujourd'hui. C'est encore un autre acteur américain. Après Kraken qui a acheté un autre acteur néerlandais, etc. Et voilà, moi je m'inquiète en tout cas pour des plateformes qui font très bien leur travail, qui font aussi leur devoir d'information, des PSAN qui sont sur le territoire français et qui vont peut-être avoir du mal à lutter justement contre les gros moyens de ces plateformes étrangères, de ces plateformes américaines. En cela, je crois que la façon dont a été pensée cette réglementation a plutôt eu tendance à ouvrir les vannes à ces acteurs-là qu'à renforcer nos acteurs locaux. Après, quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne CoinShares, on sera toujours en conformité par rapport à la réglementation. Bon, effectivement, c'est assez compliqué cette réglementation parce que oui, il faut réguler, mais d'un autre côté, réguler, ça coûte cher en particulier aux entreprises et ça avantage celles qui ont les moyens de le faire. Et souvent, celles qui ont les moyens de le faire ne sont pas forcément françaises et européennes. Lilian Aliaga, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette promesse de stablecoin. Alors, est-ce que c'est un stablecoin? On ne sait pas. Qui pourrait être listé sur Binance et qui rapporterait 20% de rendement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un stablecoin et est-ce que ça rapporterait vraiment 20% de rendement, Lilian? Alors, effectivement, Amaury, justement, le sujet du stablecoin, c'est un sujet un petit peu compliqué. Ça a été présenté et compris comme tel, puisque donc c'est un actif qui s'appelle BFUSD. On pourrait penser que c'est un stablecoin, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça a été annoncé hier par Binance et ça a fait énormément de bruit pour plein de raisons. Évidemment, d'abord parce que Binance, c'est la première plateforme d'échange de crypto au monde et quand Binance annonce un nouveau produit, évidemment, on est obligé de s'y intéresser. Aussi parce que on touche au sujet des stablecoins et vous savez, Binance, et puis pour ceux d'ailleurs qui commencent à découvrir l'écosystème des cryptos aujourd'hui, peuvent se demander légitimement pourquoi est-ce que Binance n'avait pas encore de stablecoin. Ils en ont eu un, on en avait beaucoup parlé l'année dernière sur ce plateau, et dans le cadre de ces batailles juridiques entre le gendarme boursier américain et Binance, ils avaient été obligés d'arrêter de l'émettre, et donc ce stablecoin avait disparu, et aujourd'hui ils reviennent avec un semblant de stablecoin, alors que la régulation américaine d'ailleurs n'a pas énormément évolué. Certes, l'élection de Donald Trump devrait faciliter les choses, mais on n'a pas eu d'avancée particulière dans le cadre de la réglementation qui permettrait à Binance d'émettre un nouveau produit similaire à un stablecoin. Mais bon, ça n'est pas vraiment le sujet le plus important dans cette actualité. Ce qui est important, c'est ce fameux rendement de 19,55%
qui inquiète énormément, parce que quand on parle de stablecoin et quand on parle d'un tel rendement, on est obligé forcément de penser à l'écosystème Terra Luna et à ce stablecoin UST qui s'était effondré en 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être en 2021. Justement, on avait ce débat en plateau. Alors, en tout cas, entre 2020 et 2022. Mes souvenirs sont un petit peu vagues. On est passé par tellement d'étapes compliquées avant d'arriver là où on en est aujourd'hui que voilà, ça se confond un petit peu. Mais en tout cas, c'était un événement majeur, malheureusement, pour notre écosystème, puisque ce stablecoin, qui était le 3e plus gros du marché, s'était effondré. Il permettait justement d'accéder à un rendement de quasiment 20%, qui était complètement impossible à maintenir dans la durée. Ça avait fait chuter cette crypto-monnaie Luna également. Et quasiment voilà, plein d'autres protocoles de l'écosystème des cryptos, donc ça avait été assez important. Et Lilian, là, justement, ce stablecoin-là, enfin ce stablecoin, d'ailleurs, je dis stablecoin, mais on ne sait pas si c'est un stablecoin, ça pourrait ressembler un petit peu à ce qui avait été fait à l'époque, ou alors pas du tout? C'est quoi la différence pour l'instant de ce qu'on en sait? On n'en sait pas beaucoup plus, puisque, comme je vous le disais, donc ça a suscité beaucoup d'inquiétudes dans la communauté crypto. Binance a très vite répondu. Ils ont communiqué dans la foulée en expliquant que voilà, déjà ce produit n'était pas encore lancé, que ça n'allait pas être un stablecoin mais plutôt un actif de marge qui générait des intérêts composés pour le trading futur. Donc bon, une description qui nous avance vraiment pas beaucoup plus pour comprendre finalement ce que c'est, mais on peut essayer d'émettre quelques hypothèses. Vous connaissez peut-être Amaury, un protocole qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps qui s'appelle Ethena, qui émet un stablecoin qui s'appelle l'USDE. Et justement, donc c'est un stablecoin qui, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, est assuré par le fait que Ethena détient des Ethers qui génèrent du rendement, et d'un autre côté, il shorte le marché. Donc il parie à la baisse sur l'Ether pour s'assurer d'avoir finalement une stabilité. Et avec les intérêts générés par l'Ether et avec aussi ce qu'on appelle le funding, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait de détenir ces positions short, leur génère des intérêts, et c'est avec ça qu'ils permettent de payer les rendements. On pourrait imaginer un schéma similaire pour ce entre guillemets stablecoin de Binance, qui donc n'en serait pas forcément un, ou on peut imaginer aussi un autre produit qui ressemblerait à ce que fait Hyperliquid, qui est une plateforme de trading, qui serait en fait tout simplement utiliser les dépôts des utilisateurs pour faire des activités de market making, par exemple, sur leur plateforme, et donc générer des rendements par ces activités-là. Donc en fait, ce seraient des produits un petit peu, pour être un produit un peu détourné, qui serait effectivement corrélé au cours du dollar, mais dont les intérêts seraient générés par d'autres activités et qui seraient en fait voilà, officiellement pas vraiment un stablecoin. En tout cas, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblera, mais petite précision, ça ne concerne pas les utilisateurs européens, bien sûr, puisque on parlait justement de la réglementation. En Europe et particulièrement en France, Binance ne peut pas proposer de contrat futur, de trading sur contrat futur, et donc ne pourra pas non plus évidemment proposer ce stablecoin qui ne rentrera très probablement pas dans le cadre de la réglementation. Bon, évidemment, on suivra quand même tout cela, puisque ça risque encore de faire parler. Ce qui a fait parler aussi en début de semaine Jérémy Levescon, c'est Michael Saylor, via MicroStrategy, qui rachète encore plus de Bitcoin, comme s'il n'en avait toujours pas assez. On parle quand même de 4,6 milliards de dollars là en début de semaine, ce qui fait que désormais, MicroStrategy, en tout cas au cours actuel, aurait presque plus de 30 milliards de dollars dans sa trésorerie. Oui, c'est plus que l'ETF de BlackRock, d'ailleurs, de mémoire, l'IBIT, notamment. En effet, c'est une stratégie qu'a initiée Michael Saylor, cette fois moi j'ai la date, en 2020, une stratégie finalement de constituer une trésorerie de Bitcoin pour son entreprise, une entreprise qui est traditionnellement, pour ceux qui nous regardent pour la première fois et qui découvrent Michael Saylor et MicroStrategy, qui est un éditeur de logiciels, donc pas grand chose à voir avec le Bitcoin initialement. Michael Saylor est devenu un Bitcoin maximaliste, loué soit-il, et en effet il a décidé de constituer une réserve de Bitcoin et d'en faire finalement le cœur principal de l'activité de MicroStrategy. Pour cela, il utilise un mécanisme très simple. Il lève des fonds sous forme de dette, enfin d'obligations, et avec cette liquidités, donc il achète des bitcoins. Ça lui réussit, puisque en 4 ans, l'action de MicroStrategy a surperformé l'ensemble du marché, que ce soit le S&P ou encore même le Bitcoin en lui-même. Allez-y, Marie. On en a déjà parlé, mais c'est certainement grâce à ça d'ailleurs que MicroStrategy en bourse est sorti de son fameux bear market qui a duré quasiment 24 ans. On rappelle que là, ces niveaux-là aujourd'hui en bourse
ont été atteints dans les années 2000 au moment de la bulle Internet et il a fallu 24 ans à Michael Saylor et enfin à MicroStrategy pour le coup pour revenir à ces niveaux actuels, certainement Jérémy grâce justement à cette accumulation de Bitcoin. Sans doute que c'est une stratégie en tout cas qui lui a permis d'en arriver là. Enfin, en tout cas la corrélation elle est évidente. Et puis en effet il ne s'arrête pas là puisqu'il a annoncé, il a officialisé, on connaissait ses intentions là, mais en tout cas il a officialisé cette semaine ou même hier l'acquisition de 51 000 bitcoins, je la fais court en résumé, pour une somme de 4,6 milliards et il ne va pas s'arrêter là puisqu'il a annoncé également le lancement d'une nouvelle émission d'obligations d'environ 1,6 milliard. Toujours pour acquérir et acheter du Bitcoin. Donc quoi qu'il en soit, il est bien parti pour continuer cette stratégie qui fait d'ailleurs des émules. Il y a une entreprise qui s'appelle Semler Scientific qui est une entreprise de conception de matériel de laboratoire qui a également commencé un petit peu ce même principe, qui a récemment fait une levée de 20 millions de dollars pour acheter un petit millier de Bitcoin, je dis millier avec des guillemets également. Il y a aussi une obscure société japonaise qui s'appelle Metaplanet qui s'est aussi lancé dans cette stratégie-là, sans doute également pour sauver l'entreprise. Quoi qu'il en soit, c'est une entreprise qui fait des émules, une stratégie aussi qui fait des émules. Et même d'ailleurs, au sein de nations, il y a récemment aujourd'hui ou cette semaine, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance dont on parlait tout à l'heure, qui spéculait sur le fait que des nations allaient également se lancer dans cette stratégie. Et quoi qu'il en soit, on le sait déjà, puisque Donald Trump et la sénatrice républicaine Cynthia Lemis ont annoncé également leur volonté de faire du Bitcoin un actif stratégique de la trésorerie américaine. D'ailleurs, absolument. Et puis, j'ai vu que les équipes de The Big Well, notamment Grégory Raymond, ont demandé à quelqu'un du Rassemblement national chez nous si ça allait se faire, enfin, si ça allait se faire, s'ils avaient pour projet de le faire. Et la personne en question aurait répondu que, a priori, c'était pas en projet et que c'était, je cite, n'importe quoi, je crois. Enfin, bref. Ce qui est finalement très peu étonnant en termes de connaissances économiques pour l'instant. De la part de ce parti. Mais et d'ailleurs, il y a aussi d'autres entreprises en bourse, Jérémy, qui ont fait ça, notamment la vôtre, CoinShares, qui a dû annoncer très récemment avoir du Bitcoin en trésorerie. Tout à fait, CoinShares fait partie. CoinShares est coté à la bourse de Stockholm, au Nasdaq de Stockholm, et fait partie maintenant des entreprises donc publiques, pour reprendre le jargon anglophone, qui détient du Bitcoin en trésorerie. Évidemment, on émet des produits associés au Bitcoin, mais là cette fois c'est un actif qui constitue une partie de la trésorerie. Notre PDG a annoncé une trésorerie de 78 Bitcoins en tout cas à la fin du troisième trimestre, et je crois qu'aujourd'hui on est à 93 recensés, donc voilà, on continue d'en acquérir globalement en fonction des dynamiques du marché. Ça fait partie finalement d'une stratégie à long terme de la part de CoinShares, mais comme de beaucoup d'autres entreprises et de plus en plus d'entreprises. Il faut se dépêcher avant que Michael Saylor les achète tous. En tout cas, Lilian Aliaga, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Est-ce qu'on sait à peu près combien de pourcents des bitcoins en circulation ça représente un peu cette acquisition-là? Je vous prends un peu à la volée, je ne sais pas si vous avez le chiffre en question. C'est pas très sympa, Amaury, parce que le calcul mental, c'est pas mon fort, mais il suffit juste de faire 330 000 bitcoins par rapport à. Mais je crois qu'on n'était pas loin des 1%. 19 millions en circulation. Ah on est à plus d'un %. Je vous laisse faire le calcul. On est plutôt à 1,8. Jérémy a l'air rapide. On est à peu près à 19,5 millions de bitcoins qui ont été minés. On est à 330 000 bitcoins en trésorerie, donc je dirais plutôt qu'on est proche des 2%, des 2,3%. Bon voilà, à vos calculs. Mais comme voilà, mais c'est assez impressionnant quand même quand on se dit que Lilian, qu'il y a 1,8. Effectivement. Ouais. En fait, il faut rajouter aussi que MicroStrategy a révélé récemment un autre plan dont on a déjà parlé sur ce plateau, le plan de justement lever quelque chose comme 45 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années, par le même mécanisme que celui que Jérémy a décrit à l'instant, et qui leur permettrait donc d'acheter au cours des 3 prochaines années du Bitcoin. Donc en moyenne 15 milliards de dollars de Bitcoin par an, c'est énorme. Et voilà, ça montre que Michael Saylor poursuit sur ce chemin-là. Et d'ailleurs, c'est un DCA qu'il fait. On voit que même à 85 000, 86 000 dollars, il continue d'acheter du Bitcoin. Et pour ceux qui étaient sceptiques à ce sujet, quand même, je trouve que c'est une preuve de conviction qui est assez exceptionnelle. Bon, en tout cas, il y croit très très fortement, Jérémy. Il y croit tellement fortement qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est environ 10% de la capitalisation totale de l'or. On est à peu près à 1,8 trillion de dollars, tandis que l'or, on est à peu près à 16 trillions de dollars, 16 000 millions de dollars, 16 000 milliards. Et globalement, Michael Saylor projette que à l'horizon 2045, MicroStrategy projette que la capitalisation du dollar soit d'environ 450 trillions de mémoire, soit environ
60 fois celle de l'or. Donc globalement, on va assister globalement à un arbitrage. C'est la stratégie sur laquelle il spécule, où finalement l'allocation de l'or va diminuer au profit de celle du Bitcoin en somme. En tout cas, si le Bitcoin demain avait la même capitalisation totale que celle de l'or, on aurait un Bitcoin aux alentours des 400 000 $, hein, selon certains calculs. Il y a aussi votre équipe de recherche, Jérémy, chez CoinShares, qui ont enquêté et qui se sont dit, voilà, aujourd'hui, miner un Bitcoin, ça coûte environ 49 000 $, ce qui est assez rentable. Oui, alors il faut le savoir qu'en effet, CoinShares a une grosse équipe, une grosse équipe d'analystes et un gros département recherche. Donc vous êtes bien sûr conviés à venir sur coinshares.com ou encore blog.coinshares.com. Et en effet, sur le blog, l'équipe de CoinShares a publié un report, le report du minage sur le 3e trimestre, et a estimé qu'en moyenne, le coût d'un Bitcoin était de 49,5 000 $. C'est une moyenne puisque ce coût varie énormément en fonction des mineurs. Il y en a qui parlent d'un coût de production d'environ 20 000 $. Tandis que pour les plus gros, et notamment Riot, on est plutôt aux alentours des 60 000 parfois, 70 000, voire avec la compensation à des actions jusqu'à 90 000 $. Donc voilà, c'est vraiment pour dire une moyenne. Moi, j'ai interrogé moi-même un mineur français, que je ne citerai pas, qui m'a dit, quoi qu'il en soit, que le cours, l'estimation de notre équipe de recherche était juste, qu'on était plutôt aux alentours des 40-50 000 $. Donc en effet, pour le moment, en tout cas, pour une grosse partie des mineurs, on est encore dans une phase où ça peut être très intéressant de se lancer sur ce marché, même si évidemment, avec la compétition, avec une éventuelle baisse de hash rate également, enfin une compétition qui pourrait s'accroître à l'avenir, donc plutôt une hausse du hash rate, cette profitabilité-là peut être amenée à diminuer. Voilà, c'est toujours un cycle. On le sait avec les cycles du Bitcoin, il y a des cycles qui sont plutôt profitables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il faut toujours anticiper, évidemment. Hein, vers avril, on parlait du fameux halving et certains mineurs, ou en tout cas nouveaux entrants sur le marché mining, pouvaient s'inquiéter en se disant, bah attendez, le coût du minage entre guillemets va être multiplié par 2 là quasi instantanément. Et on voit aujourd'hui avec la montée, l'importante appréciation du cours du Bitcoin, qu'a priori, là, bon, à l'instant où on se parle, c'est toujours très rentable de miner le Bitcoin. Pour vous faire une idée, avant le halving, un mineur français, un autre cette fois, me disait que son coût de production était d'environ 18 000 $. Donc voilà, c'est-à-dire que là, on est quelques mois après le halving et on est déjà monté autour des 50 000 $. Donc en effet, l'impact du halving est très conséquent sur le coût de production d'un Bitcoin. Ça va clairement très très vite. Je propose qu'on reparte aux États-Unis avec Donald Trump qui, a priori, en tout cas, il a fait beaucoup de promesses pendant la campagne. Et là, on va revenir un petit peu sur toutes les promesses qu'il a faites. Et là, il passerait à l'action. Lilian, avec Donald Trump, justement, qui pourrait acquérir une société crypto via l'une de ses sociétés à lui. Est-ce qu'on en sait plus ? Effectivement, Amaury. Alors bon, les promesses de Donald Trump, elles étaient surtout portées sur son futur rôle de président des États-Unis. Mais bon, on a quand même constaté que là, il s'y met pour l'instant, avant même d'être en charge, on va dire. En effet, on va dire que son changement de positionnement vis-à-vis du marché crypto n'était pas que d'un point de vue politique. On sait qu'il s'est lancé un petit peu aussi dans le développement de produits crypto, etc. Et là, donc, effectivement, avec sa société de médias qui s'appelle Trump Media and Technology Group, il a prévu de racheter la filiale d'un géant boursier américain qui s'appelle Intercontinental Exchange. Cette filiale, elle s'appelle Bakkt, B-A-2-K-T. C'est une société qui propose des services pour les institutionnels pour pouvoir permettre d'accepter les crypto-monnaies dans leur activité. Donc, ils ont comme clients Mastercard, Starbucks, Google, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc des gros clients déjà. Mais le problème de cette société, c'est qu'elle n'était absolument pas rentable. Je crois que depuis le début de l'année, ils ont généré quelque chose comme 2,5 millions de dollars de chiffre d'affaires contre plus de 350 millions de dollars de dépenses. Donc c'est vraiment une entreprise qui n'était pas rentable, qui est pourtant cotée en bourse et qui a frôlé la faillite finalement ces dernières semaines. Et donc voilà, ce rachat de Donald Trump arrive un petit peu comme la dernière chance. L'action en bourse a complètement explosé. Je crois que c'est plus de 160% suite à cette annonce, mais on est malheureusement encore très très loin des plus hauts historiques. On est à peu près 30 $ l'action aujourd'hui contre 1 000 $ à l'ATH en 2021. Et ça a aussi bénéficié d'ailleurs à l'action de la société de Donald Trump qui a pris 15% dans la journée suite à cette annonce. Et donc c'est intéressant de voir que voilà, Donald Trump, en tant que
à titre personnel, si on peut dire ça comme ça, s'implique aussi dans cette industrie des cryptos en rachetant les sociétés et probablement en essayant de développer de nouveaux produits et de développer cette industrie. Effectivement, et donc Jérémy, société qui n'était pas profitable jusqu'alors, qui était de moins en moins pas profitable, entre guillemets. En tout cas, Donald Trump, lui, y croit via sa société. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais je l'avais pas dans mon bingo, celle-ci. Il faut savoir que Bakkt, c'est vraiment une entreprise qui a émergé dans les années 2020-2019 et qui, à l'époque, n'était même pas tournée vers les institutionnels, mais vers les particuliers pour une solution d'investissement pour les particuliers, de faire des wallets qui permettaient, par exemple, de convertir des miles de Starbucks en actifs numériques tels que le Bitcoin, etc. Et en effet, cette entreprise-là et cette solution-là n'a pas connu de traction. C'est ensuite tourné vers les institutionnels. Il n'a pas trouvé toujours de profitabilité. J'avais moi-même oublié cette entreprise que j'avais d'ailleurs accueilli. On avait accueilli avec Mastercard à l'époque et mon ancien employeur au Stade de France. Et en effet, je comprenais déjà pas le modèle économique de cette entreprise. Et je pense qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé en tout cas la meilleure issue possible, même s'il faudra encore imaginer et encore voir ce que va faire Donald Trump de cette entreprise-là. Clairement, en tout cas, on voit que via cette future acquisition-là, Donald Trump croit en l'institutionnalisation des cryptos, au fait qu'il y ait bien de plus en plus d'institutions, tout simplement, s'intéressent aux cryptos. Lilian, il n'y a pas que ça, il y a aussi Donald Trump qui aurait rencontré le PDG de Coinbase. Est-ce qu'on sait pourquoi il a fait ça ? Eh bien, Amaury, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a fait ça, justement. C'est plutôt le fait qu'il l'ait fait qui est intéressant. Les seules rumeurs, c'est que potentiellement, il voudrait proposer à Brian Armstrong un poste dans l'administration de son futur ministère, si on peut dire ça comme ça. On sait qu'il veut proposer ce genre de poste-là à différentes personnalités influentes, des milliardaires, des entrepreneurs. On a évidemment Elon Musk dans ce DOGE, donc Department of Government Efficiency, et pourquoi pas Brian Armstrong dans un autre département. On sait aussi que Brian Armstrong, c'est un des entrepreneurs crypto qui a le plus financé la campagne électorale aux États-Unis. Je crois que c'est quelque chose comme 50 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Il n'a jamais évidemment démontré de camp, il n'y a pas plus supporté Donald Trump que ça, mais voilà, donc il aurait échangé avec lui, et au-delà de ça témoigne vraiment que voilà, ces promesses de Donald Trump qui nous inquiétaient aussi un petit peu sur ces derniers mois, en disant est-ce que ça n'est pas simplement des courbettes pour satisfaire l'électorat américain qui détient des cryptos. Eh bien, voilà, il est en train de montrer que il a fait des promesses et il va essayer de les tenir. Et voilà. Et puis bon, si on met ça en perspective avec ses activités personnelles, il veut se lancer dans l'industrie des cryptos, il veut racheter des sociétés, il veut essayer de relancer ça. Et d'un autre côté, je pense qu'il va aussi essayer de tout faire pour faire en sorte que l'industrie des cryptos ait un chemin le plus facile possible pour se développer aux États-Unis. Donc voilà, il a un double intérêt en tant qu'entrepreneur et en tant que président des États-Unis. Bon, en tout cas, on voit qu'il essaie, en tout cas, qu'il rencontre, qu'il réfléchit et qu'il même l'investit même à titre personnel via ses sociétés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Lilian Algaga, cofondateur de Hawk Research, Jérémy Lewescon, responsable éditorial chez CoinShares. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous demain. On sera depuis le pavillon d'Armenonville pour notre édition spéciale Tout pour investir, l'événement. On parlera de l'institutionnalisation évidemment des cryptos et on sera notamment avec des CGP qui avancent petit à petit sur la question. Merci beaucoup et à demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.